RCN. Le son de la différence. Le club des Ferrovipates sur RCN. Martin Gros-Demange. Et oui, bonjour, soyez les bienvenus dans le club des Ferrovipates. Ça y est, nous sommes au mois de juin, c'est la dernière émission de la saison pour nous. Après de longues heures à avoir tablé sur toutes les problématiques de mobilité, là on va faire une émission un peu plus légère. On va parler de chemins de fer touristiques et de la passion du ferroviaire. Alors on va parler de chemins de fer touristiques qui ont souvent une longue histoire et vous verrez qu'ils n'ont pas du tout la même, parce qu'on va avoir deux chemins de fer historiques et touristiques au téléphone. Tout d'abord, nous aurons Éline Berthélémy, guide conférencière du chemin de fer de la Suzanne. C'est dans la Meuse, qui sera avec nous donc dans un instant. Et Nicolas Henry, dans la deuxième partie de l'émission, du chemin de fer de la vallée de Canner. C'est en Moselle, au nord de Metz. Donc vous verrez des histoires très différentes pour ces deux chemins de fer. Et on verra avec eux notamment ce qu'ils proposent pour cet été, si vous voulez y faire un petit tour. Voilà, c'est une bonne idée de petite activité. Et puis j'ai le plaisir avec moi dans ce studio. Johan, comment tu vas ? Très bien, très bien. Donc toi tu es passionné de ferroviaire, on se connaît déjà un petit peu et tu vas nous raconter un peu toute ta passion et on va discuter un peu ferroviaire parce que cette émission elle porte quand même ce nom. Ferrovipates, donc il fallait bien qu'on en parle un petit peu avant la fin de cette saison. Soyez les bienvenus dans la dernière émission de la saison. Puis comme le dit Simone, attention à la fermeture des portes, le départ est imminent. RCN, le club des Ferrovipates. Les chemins de fer touristiques sont souvent le témoin d'une histoire chargée en ferroviaire. On va le voir dès maintenant. Bonjour Éline Berthélémy. Bonjour. Vous êtes la guide conférencière du chemin de fer de la Suzanne, situé au niveau de Bar-le-Duc. Tout d'abord, je voulais commencer par là. Vous êtes situé sur une ancienne voie ferrée, à voie métrique, c'est-à-dire d'1 mètre de large, qui fait partie de l'ancien réseau meusien. Quand est-ce que ce réseau se met en place à l'origine ? Le réseau qu'on appelle également le Varino a été construit entre les années 1883 et 1895. 1895 étant la date de mise en service de la ligne qui reliait Bar-le-Duc et Verdun. Parce que c'est un réseau de 2 lignes. Et donc c'est pour ce réseau que normalement qui est conçue la locomotive qu'on appellera par la suite Suzanne, qui est conservée aujourd'hui ? Tout à fait. C'est une locomotive qui a été commandée aux établissements Corpé-Louvet à Paris au cours de l'année 1890 et qui a été livrée en décembre de la même année au dépôt de Revigny-sur-Orne. Donc elle a fait un peu toute sa carrière dans la région, mais il me semble aussi que durant la Première Guerre mondiale, elle a aussi servi à autre chose, avec d'autres fonctions évidemment un peu plus militaires. Oui, effectivement, vu que pendant la Première Guerre mondiale et à l'approche de la bataille de Verdun, le réseau du Varino était le seul réseau à voie ferrée qui reliait Verdun à l'arrière-front, les autres lignes à voie normale étant coupées par les combats et les bombardements ennemis. C'est pour cette raison que le réseau va être réquisitionné dès 1915 et donc Suzanne et ses autres collègues locomotives vont être réquisitionnés également pour transporter du matériel militaire pendant la Première Guerre mondiale et au retour de Verdun, rapatrier les blessés vers l'arrière-front et vers les hôpitaux pour y être soignés. Le réseau, après la guerre, j'imagine, a été beaucoup endommagé. Est-ce qu'il est encore en service après ? Est-ce que Suzanne revient sur ce réseau ? Alors, elle va revenir très peu de temps. La ligne va servir notamment à la reconstruction dans les années 20, mais malheureusement, à partir de 1925, la concurrence de l'automobile va être grandissante, ce qui fait qu'en 1937, c'est la fermeture du réseau du Meusien, et donc Suzanne est vendue à des entrepreneurs du nord de la France. Donc elles ont une autre utilité, et c'est donc bien plus tard, en 1981, si je me souviens bien, qui est rapatriée cette locomotive de la Somme, il me semble, donc jusqu'à Bar-le-Duc. Tout à fait, elle a été retrouvée chez un ferrailleur et le syndicat d'initiative de la ville de Bar-le-Duc a décidé de la rapatrier chez elle, en Meuse. Et il va falloir attendre encore une dizaine d'années pour voir s'ouvrir un chantier d'insertion pour œuvrer à sa restauration et se lancer dans ce pari fou de restaurer Suzanne. Donc ça, c'est qui s'occupe de cette restauration ? C'est une association ? C'est votre association ? Alors ça s'est fait tout d'abord sous forme d'un chantier d'insertion, donc le chantier d'insertion La Suzanne, qui a œuvré à partir des années 1990 à restaurer la locomotive
Donc retrouver les plans, la faire en pièces détachées, puis la remonter selon les plans, selon le plan d'origine, avec du coup l'esthétique qu'elle avait à sa livraison, c'est-à-dire avec la couleur verte et sa cabine typique des corps PLV de l'époque, à savoir en ce qu'on appelle les ailes d'hirondelle. Donc, qui n'était pas très pratique pour les mécaniciens puisqu'elle ne couvrait pas trop, mais qui est assez esthétique et qui rend aujourd'hui, son image assez séduisante. Oui, c'est vrai que les locomotives ont toujours un beau charme. Cette rénovation, il me semble qu'elle a été terminée donc en 2008 et c'est là où elle prend le nom de Suzanne, comme on l'appelle aujourd'hui. Il vient d'où ce nom ? Alors, ce prénom, en fait, il date des tout débuts, dès sa livraison en 1990. Les locomotives du réseau du Varinot étaient baptisées de prénoms bien souvent féminins, puisque c'était bien souvent des hommes qui conduisaient les locomotives. Et Suzanne, eh bien, c'est le prénom du chef d'exploitation du réseau. Donc, c'était un petit clin d'œil à la fille du patron, entre guillemets. Et donc, c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, bien évidemment, on a repris ce nom pour continuer à faire vivre cette grande dame de 132 ans. La voie ferrée, elle a dû aussi être restaurée. Ça s'est fait par la suite dans les années 2010, c'est ça ? Tout à fait. En fait, la locomotive a été finie d'être restaurée en 2008 et c'est à compter de cette année-là que notre association a été créée, donc le chemin de fer historique de la voie sacrée, pour œuvrer à sa remise en circulation, à l'exploitation touristique de ce chemin de fer. Donc, il y a 4 km 200 qui ont été reposés au nord de Bar-le-Duc sur la plateforme d'origine. Et donc, c'est ce tronçon qui est exploité depuis l'année dernière, maintenant à des fins touristiques, tiré par notre chère Suzanne. Ouais, donc c'est ça. Donc après ces travaux de réhabilitation, l'an dernier, vous faites à nouveau circuler des trains. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs qui viendraient chez vous à Bar-le-Duc ? Eh bien, on propose 2 activités principales, donc 2 manières de découvrir le rail, soit via notre train donc tiré par Suzanne, donc les 4 km 200, avec la promesse d'un voyage un petit peu dans l'histoire, donc l'histoire que je viens de vous résumer, avec par exemple à l'arrivée nous avons reconstitué une baraque Adrian, donc qui était les baraquements provisoires de la Première Guerre mondiale et dans lequel se trouvaient bien souvent des hôpitaux militaires. Et si vous voulez découvrir notre ligne d'une manière un peu plus ludique, en juillet et en août, tous les mercredis, il y a également le vélo-rail. Voilà, alors, c'est seulement sur la moitié du parcours, mais ça permet aussi de découvrir le cadre de notre ligne, à savoir la forêt de Mastonge, de manière un petit peu plus ludique, mais tout aussi charmante. Oui, parce que c'est une belle ligne. Il me semble qu'elle est en forêt sur une très grande partie. Tout à fait, oui. Ouais, donc c'est une très belle ligne. Merci beaucoup, Eline Berthelemy, d'avoir réagi et participé donc, à cette émission pour faire découvrir votre très joli chemin de fer de la Suzanne. Voilà, donc on le rappelle, des trains touristiques tous les dimanches après-midi, donc jusqu'à fin août. C'est vous qui faites les visites, il me semble, à bord des trains. Qui commentait un peu toute cette belle histoire, et donc le vélo-rail aussi, donc les mercredis jusqu'à fin août. Voilà, merci à vous. Vous retrouvez toutes les informations sur notre site, bien évidemment. Voilà, lasuzanne.com. Merci à vous. Passez une très bonne journée. Et on va passer à une autre partie de cette émission avec toi, Johan. Donc, si tu es dans ce studio aujourd'hui, c'est parce que tu es passionné de ferroviaire. Dans cette émission, il fallait quand même bien qu'on parle un petit peu de cette passion. Donc, on va essayer de te connaître un peu plus. Donc, tu as une 20 ans à peu près. 20 ans tout pile. Bah voilà. Cette passion, elle t'est venue d'où ? Est-ce que tu sais d'où elle vient ? Alors, pas tout à fait, non. Ce que j'aime bien dire, c'est que quand j'étais petit, j'habitais en face d'une gare. Et donc, je voyais les trains passer depuis ma fenêtre. Et donc c'est peut-être ça s'est peut-être joué quelque part là, à ce moment-là, quoi. Oui, parce que c'est pas forcément évident. Enfin, je sais que je sais pas trop non plus exactement, mais assez jeune du coup. Très jeune, ouais. J'ai pas de souvenir de moi pas passionné, donc très très jeune. Ouais, ça doit être assez jeune. Il y avait des cheminots dans ta famille ou absolument pas ? Parce que ça peut jouer aussi des gens qui sont en lien avec le ferroviaire. C'est vrai. Je sais que mon grand-père et mon père ont toujours, auraient voulu travailler à la SNCF, mais n'ont jamais eu l'occasion. Il y avait mon oncle qui travaille à la SNCF, chez RFF quand ça existait encore, puis chez SNCF Réseau, mais donc pas vraiment cheminot, il était cadre, donc voilà, pas vraiment dans les trains. Oui, pas vraiment sur terrain. Place, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il m'a pas vraiment influencé, je pense, donc sinon c'est venu comme ça, je pense. Ouais, bah oui. Qu'est-ce qui t'intéressait
particulièrement dans le ferroviaire au début? Parce que je pense qu'on a tous un axe qu'on aime bien. Moi, je sais que c'était particulièrement le matériel roulant, les trains dans lesquels on roule. Toi, tu sais, qu'est-ce qui t'intéressait Ouais, je pense qu'il y a eu une évolution. Donc au début, c'était plus un peu rigolo. Les trains, ça roule. Voilà, Oui, peu, bien sûr. Plus enfantin. Et ça a vite dévié vers plus le côté aménagement, infrastructure de la ville et l'impact que ça a sur les territoires et les espaces. Voilà. T'as eu des trains miniatures aussi ou pas? Ouais, j'en ai eu. Jamais eu un très grand réseau, j'avais pas la place, mais j'ai eu des petits trucs. Ouais, on a tous, c'est marrant parce qu'on a tous, enfin en tout cas dans les passionnés de ferroviaire, tous un peu aussi fait ça, joué aussi. Donc tes connaissances sur le ferroviaire aujourd'hui, elles partent principalement sur quelle région? Quelle région tu connais le mieux? Alors très principalement l'Île-de-France, vu que c'est là d'où je viens à la base. Et voilà, maintenant comme je fais mes études à Metz, un peu plus, enfin j'ai pu développer un peu mes connaissances du réseau du Grand Est, mais voilà, surtout l'Île-de-France. Mais l'Île-de-France, c'est un très très grand réseau en plus. Il y en a bientôt 16 lignes de tramway, 16 lignes de métro, on a 5 RER et 8 lignes de Transilien sans compter les centaines de lignes de bus. Comment tu qualifierais le réseau de transport en commun assez extraordinaire d'Île-de-France? Alors on aime bien le critiquer parce qu'il y a quand même des problèmes, mais c'est inévitable quand on a un réseau d'une telle ampleur, mais il est quand même très extensif. Enfin, presque tout le monde en Île-de-France est desservi par quelque chose pas trop loin. Donc voilà, je dirais qu'il est bien à la mesure de Paris, mais qu'il montre quand même qu'il y a un manque dans les autres régions de France. À quel point c'est déséquilibré entre Paris et... Ouais, carrément. D'accord. Justement, ces disparités, qu'est-ce que tu penses justement du réseau du Grand Est? Tu l'as un peu expérimenté dans le coin. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que, par exemple, ce qui est différent en Île-de-France, c'est pas du tout le même trafic, c'est pas les mêmes fréquences, c'est pas le même réseau. Mais j'imagine qu'il y a quand même des différences, peut-être en qualité de service aussi, peut-être. Déjà il est un peu moins développé, même si en vrai il est quand même assez respectable par rapport à d'autres régions. Par rapport à d'autres régions. Mais bon, la grande différence, c'est surtout la fréquence même entre deux grandes villes. Je prends un exemple simple. Du coup, j'étais à Metz et souvent j'avais envie d'aller à Strasbourg pour aller visiter. C'est quand même sympa. C'est assez ridicule quand même par rapport à la taille des villes qui sont plutôt proches pourtant. Et enfin, il y a vraiment pas énormément de trains. Oui, parce qu'il y a quelques TGV, il y a des... C'est ça. Enfin, même TGV, même pas, parce qu'au final, il n'y a même pas de raccordement à Vendière pour partir directement à Strasbourg. Mais du coup, je crois qu'il passe par Sarrebourg, donc par des lignes classiques au final. Donc c'est vrai que le temps n'est pas... donc il manque... Mais justement, je sais pas si tu as expérimenté déjà les petites lignes de la région. Alors j'ai fait Verdun. Voilà. Voilà, c'est un peu en vraiment petite ligne, c'est tout. Metz-Sarrebourg, pas Sarrebourg, Sarreguemines aussi, qui est assez petite, mais sinon pas tant que ça. Et t'envisages une carrière dans le ferroviaire ou pas du tout? Oui, carrément, mais plutôt du coup d'un point de vue ingénieur. Donc je suis en études d'ingénieur, donc c'est plus dans ce domaine-là que je me porte. Conception de matériel roulant plutôt, voilà. Ah on va en avoir besoin, c'est vrai que... C'est sûr. Notamment au niveau des assises, c'est le vrai problème. Apparemment, ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a une critique sur le fait que les sièges sont de plus en plus durs. Mais au niveau du matériel roulant, d'ailleurs, je voulais te poser cette question. Quel est le train que tu préfères, toi? C'est assez compliqué sur les trains très modernes. Je pense que c'est le Régiolis, qui est un train assez polyvalent qu'on trouve un peu partout en France depuis... une dizaine d'années maintenant. On trouve notamment entre Nancy Épinal et Nancy Saint-Dié, si je me trompe pas. Il me semble, pas mal autour de Strasbourg aussi. Oui, c'est vrai. Pour le Grand Est. Très moderne. Voilà. Et sinon, j'ai une petite locomotive préférée, c'est les CC 72000 qu'on a trouvé aussi dans le Grand Est, entre Paris et Mulhouse. Il y a une époque, voilà. Mais maintenant, c'est plus le cas. Ouais, voilà. Bon, pour les plus fins connaisseurs, ils connaîtront tous ces matériels. Sinon, vous pouvez regarder éventuellement sur Internet de très beaux matériels. Justement, tu partages aussi donc ta passion sur YouTube avec des vidéos explicatives, principalement sur le réseau d'Île-de-France, globalement, un peu de métro, un peu de ligne de banlieue, au plus ou moins technique. Qu'est-ce que tu proposes comme type de vidéo Alors moi, j'essaye d'être le plus grand public possible, donc que ça puisse toucher, que tout le monde puisse en apprendre
sur le transport ferroviaire qui est, alors même si tout le monde le connaît et le prend, Oui, au quotidien, mais c'est vrai. etc., c'est quand même un domaine assez secret où il y a plein de petites choses à découvrir et donc plein de choses à apprendre. On apprend en permanence et c'est vrai que même nous, à l'échelle de notre jeune vie, on en apprend au quotidien énormément sur ces réseaux qui ont une sacrée durée de vie. Tu fais aussi des vidéos qui expliquent notamment l'évolution des réseaux. C'est très visuel au niveau avec des plans aussi, l'évolution des plans, par exemple celui du métro en fonction des années, il me semble aussi. C'est ça, ouais. D'accord, donc il y a un peu de tout. Tu as fait aussi un défi, il me semble, de 24 heures aussi. T'es parti du coin en plus. Je suis parti de Verdun. Ouais, j'ai parti de Verdun. Ouais, voilà. Ouais. T'es passé dans le coin. Bon, on y reviendra, notamment à tout ça. Et donc, on rappelle ta chaîne, donc le Ferrovipat. Ça s'invente pas, hein, c'est parfait. Comme le nom de cette émission. Bon, on va revenir vers toi dans la deuxième partie de cette émission. On va faire une sorte un peu de quiz pour connaître un peu plus ton avis aussi sur 2-3 petites questions aussi de projets ferroviaires. On va en parler dans quelques petites minutes et puis nous aurons aussi donc le chemin de fer de la vallée de Caner. On va aller donc à côté de chez toi là où tu étudies au nord de Metz pour un chemin de fer touristique aussi qui est une histoire assez différente avec celle qu'on a eue du chemin de fer de Bar-le-Duc. Vous verrez tout ça dans quelques minutes. Juste avant, on aura le jeu comme traditionnel, un tour de l'actualité des transports en commun. Ça, c'est dans 3 minutes sur RCN. Passez une très bonne journée. 11h, midi, le club des Ferrovipats sur RCN. Et il est 11h18 sur RCN dans le club des Ferrovipats. On parle aujourd'hui de chemin de fer touristique et de la passion du ferroviaire. On aura dans un instant Nicolas Henry du chemin de fer de la vallée de Caner en Moselle en ligne dans un instant. Mais pour l'heure, c'est l'heure de faire un petit tour de l'actualité transport. Et on commence avec une actualité nationale. Fret SNCF, la filiale SNCF dédiée au transport de marchandises est dans la tourmente. Une enquête de la Commission européenne va à l'encontre de l'État français. Elle reproche à l'État le versement de 4 à 4,3 milliards d'euros d'aides publiques à Fret SNCF entre 2007 et 2019. Ces aides ont permis de remettre à flot la filiale qui a été endettée à hauteur de 5,3 milliards d'euros. De plus, la filiale est de nouveau bénéficiaire depuis 2021. Mais malheureusement, ces aides tombent sous le coup de la législation européenne car la concurrence existe depuis 2003 dans le transport de marchandises. Ça arrive seulement maintenant dans le voyageur. Et les aides apportées par l'État vont à l'encontre donc, de ce principe de concurrence pour concurrence déloyale. Fret SNCF est censé rembourser toutes ces aides, soit 5,3 milliards d'euros. Bon, autrement dit, fermer boutique. Et pour éviter cela, l'État va restructurer en profondeur la filiale qui assure 50% du marché de transport de marchandises dans le pays, avec tout d'abord un transfert des 500 salariés dans d'autres branches du groupe SNCF ou alors directement à la concurrence. Donc aussi la concurrence récupérera un 30% du trafic de fret SNCF, donc souvent que les lignes les plus rentables. Donc on va perdre, SNCF va perdre beaucoup et ce n'est pas fini. La filiale sera désormais ouverte à des financements privés et ces annonces arrivent donc dans un contexte où la part du transport par le rail du transport de marchandises doit doubler d'ici 2032. Retour en région à présent, la ligne Nancy-Metz a été le théâtre de grosses interruptions de trafic la semaine du 15 au 21 mai. La première mardi matin à 7h30, une interruption qui a duré jusqu'à 13h en raison d'un accident grave de voyageurs selon la SNCF. Un homme a été en effet percuté par un train au niveau du passage à niveau près de Pont-à-Mousson. L'homme était sous l'emprise de la drogue. La deuxième interruption a eu lieu quant à elle en pleine heure de pointe du soir, cette fois-ci avec un convoi exceptionnel qui a lui aussi percuté un TER. Il s'est retrouvé bloqué sur un passage à niveau de Belleville, à côté de Pont-à-Mousson, encore une fois. Pourtant, interdit à la circulation des poids lourds. Les perturbations étaient ressenties jusqu'au milieu de la semaine suivante l'incident pour permettre de remplacer un aiguillage et une section de rail. Et la série noire a continué, même la semaine suivante, avec un déraillement d'un wagon de marchandises sur la ligne entre Nancy et Strasbourg. Les perturbations sur le trafic ont été ressenties les 2 jours suivant l'incident. En Ile-de-France, une enquête indépendante révèle pour la toute première fois une cartographie de la pollution particules fines pour l'ensemble des stations de métro et pour les stations de RER au sein de la petite couronne. Elle met en évidence les disparités entre les lignes au niveau de la ventilation qui permet de renouveler l'air des souterrains. Les lignes 2, 5 et 9 sont considérées comme les plus polluées. Les stations les plus modernes aussi sont beaucoup moins polluées avec les systèmes de ventilation qui sont plus performants. Globalement, les lignes équipées de porte-palières entre le quai et la voie, donc notamment les lignes automatiques, sont moins polluées. Et enfin, les matériels roulants les plus récents émettent moins de particules fines liées au système de freinage.
Retour à Nancy à présent, donc dans le dossier des retours des trains directs entre Nancy et Lyon. 80 élus de Meurthe-et-Moselle et de la région ainsi que de la métropole du Grand Nancy se sont rassemblés devant la gare de Nancy le 5 mai dernier. Ils dénoncent une mise en place floue et le manque de moyens alloués à cette liaison. Les élus, pour rappel, espèrent une relance de 2 trains directs quotidiens entre Nancy et Lyon dès la fin 2024. Pour finir, la liaison à grande vitesse entre Paris et Berlin doit être établie d'ici la fin de l'année, d'ici décembre. Le projet fait polémique actuellement alors qu'il prévoit de passer les trains par Francfort et donc Strasbourg, capitale européenne, sera alors exclu du tracé. Un vrai problème alors que Strasbourg et Berlin ne sont que très mal reliés par le train avec au moins un changement et 8 heures de trajet. Les élus français et allemands qui s'opposent à cette décision se font entendre auprès des dirigeants des 2 pays. L'affaire est donc à suivre. Dans quelques petites minutes sur RCN, un club des Ferrovipat, on va retourner cette fois-ci en Moselle pour parler du chemin de fer touristique de la vallée de Canner. On en parle dans 3 petites minutes et puis Johan qui est toujours avec moi, on va parler de nouveau de ta passion pour le ferroviaire juste après. Passer une très bonne journée sur RCN. Le club des Ferrovipat sur RCN. Martin Gros-Demange. Et oui, il est bien 11h, presque 27 sur RCN dans le club des Ferrovipat. On parle chemin de fer touristique pour cette émission. On va en parler donc encore dans un instant avec Nicolas Henry qui sera avec nous dans un instant pour nous parler du chemin de fer de la vallée de Canner. Et puis on parlera avec toi, Johan, donc de la passion du ferroviaire dans quelques petites minutes. Soyez les bienvenus dans le club des Ferrovipat. On est ensemble jusqu'à midi. 11h, midi, le club des Ferrovipat sur RCN. Je vous emmène à présent en Moselle, entre Hambourg-Bunange et Vigy, donc dans la vallée de Canner, où un train touristique circule depuis 1985. Bonjour Nicolas Henry. Bonjour. Vous êtes le trésorier donc, de l'association ALMF, donc l'association Lorraine de modélisme ferroviaire. Votre association, elle est donc en 1966 avec comme activité, comme son nom l'indique, de faire du modélisme ferroviaire tout simplement. Mais en 1975, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, vous faites une drôle de découverte. Oui, effectivement, en fait, on est passé au chemin de fer donc touristique donc réel avec la remise en route d'une machine à vapeur. D'accord. Donc c'est là où en 75 vous avez retrouvé cette locomotive et c'est votre association qui va décider de la restaurer ? Alors oui, c'est les membres de l'association qui vont reprendre en fait la locomotive et la voie qui à la base était à Étival-Senon, donc dans les Vosges. Ouais, c'est vrai, ouais. Jusqu'en 84 et en 85 il y a le déménagement vers Vigy, et donc sur la voie de Vigy à Hambourg-Bunange. Comme aujourd'hui. Justement, pourquoi vous avez déménagé sur cette ligne au nord de Metz ? Elle a été rendue disponible à ce moment-là ? Elle a été, oui c'est ça, elle nous a été vendue à l'euro symbolique par la Moselle en fait, par le département de la Moselle. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, c'est toujours votre association qui entretient donc les voies, tout ça. Et donc en 85, vous démarrez l'exploitation touristique. L'idée, c'est de faire des balades à travers de cette voie pour découvrir son histoire. Oui, c'est ça. Donc bon, à la fois donc de faire des balades, justement, de faire découvrir également le chemin de fer à nos visiteurs, oui. Donc avec des machines à vapeur, mais également des diesels, notamment du Forêt Picasso. Oui, parce que vous n'avez pas que cette locomotive, hein, vous en avez d'autres. Non, d'autres on a matériels. deux locomotives à vapeur et plusieurs engins diesel et également des rames tractées en fait, de beaucoup de matériel allemand en fait d'après-guerre. Récupérés après-guerre. D'accord, oui. Et qui ont été un peu sauvés de la casse, hein, finalement. Notamment, vous avez un autorail Picasso. C'est ça. D'accord. On a un Picasso de 1952. D'accord, ouais, c'est un très beau matériel. Et vous proposez donc l'été donc c'est ça normalement du coup sur votre ligne qui fait, je sais pas, une dizaine de kilomètres, il me semble. Alors la ligne complète fait effectivement 12 km, ouais. Mais actuellement elle n'est pas exploitable en entier. D'accord, oui, parce que vous rénovez une partie de la ligne. C'est ça.
D'accord. Et donc vous proposez cet été, alors justement, il me semble que vous ne proposez pas l'entièreté de ce que vous faites habituellement de vos activités. Oui, alors cet été, on n'a pas le train touristique, on a exclusivement le vélo-rail. D'accord. Donc ça, c'est une bonne idée aussi pour pédaler sur des voies de chemin de fer à travers la forêt. Il me semble justement qu'il y a un projet de restauration de l'une de vos 2 machines à vapeur actuellement, ce qui empêche de la faire rouler. De toute façon, les 2 machines à vapeur sont actuellement à l'arrêt, les 2 doivent être rénovées. Effectivement, il y a un projet sur la plus petite des 2, la 020, Hohenzollern. Qui est en parallèle forcément du projet de rénovation de la voie ferrée. D'accord. Donc vous cherchez encore des financements actuellement pour la rénover ? Oui, toujours. D'accord. Ok. Donc cet été, on le rappelle, donc vous proposez le vélo-rail, donc, et puis donc peut-être vous avez une idée de quand les balades en train pourront reprendre, peut-être l'an prochain ou ? Alors ça va vraiment dépendre des appels d'offres réalisés pour la rénovation de la voie. Ouais. Donc on n'a aucune certitude pour l'instant. Parce que la partie que vous rénovez, c'est justement là où est situé l'atelier en bout de ligne, il me semble. Oui, en partie. En fait, on rénove quasiment toute la voie, en fait, sur toute la longueur. Actuellement, on a 5 km exploitables pour les vélorails, mais pour le train, on n'a pas grand-chose. D'accord, pour le moment. Beaucoup de problèmes, notamment sur les cours, en fait. D'accord, ouais. Je me posais la question, est-ce que c'est des lignes à voie métrique, donc d'1 mètre de large, ou d'écartement standard Non, c'est de la voie normale. D'accord, donc ouais. Et cette ligne-là, je voulais savoir un petit peu plus sur son histoire. Elle a servi jusqu'en quelle année en exploitation, on va dire, commerciale, normale en fait? Parce qu'il me semble que c'est jusque dans les années 60-70, elle avait encore un trafic. J'ai mon collègue Guillaume Mossel qui saura vous dire, il est juste là. Oui. Moi, je ne pourrais pas vous le dire. Bonjour, alors moi c'est Guillaume Mossel, responsable communication et matériel à l'association. Donc la ligne, en fait, pour contextualiser, la ligne, elle partait à l'origine de la ville de Metz. Oui. Et donc, sur notre ligne, à hauteur de Bétlinville, donc qui est le mi-chemin de notre parcours, il y avait un raccordement qui permettait soit d'aller à Val d'Oise, à la frontière allemande, soit à Anzelin. Et en fait, pendant la Seconde Guerre, il y avait un très grand viaduc, qui s'appelle le viaduc de Failly, qui était entre Ville et Metz, qui avait été dynamité. D'accord. Et donc, le problème, c'est que le coût de reconstruction de ce viaduc était beaucoup trop onéreux. Et donc, ils ont décidé de vendre ce viaduc au prix de la ferraille, ce qui fait que la ligne s'est retrouvée coupée de Metz. Et donc, jusque dans les années 70, il y avait encore un trafic fret qui circulait, donc sur l'axe Vigy-Hambourg-Budange. D'accord. Et il y avait quand même du trafic sur une ligne de 12 km, étant donné qu'elle était un peu isolée, non? Voilà, c'est ça. Il y avait encore du fret. Il y avait une ancienne plâtrerie à Boncourt. Il y en avait probablement aussi à Vichy, du trafic. Et donc ça s'est arrêté et l'association était arrivée quelques années après. D'accord. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Mossel et donc Nicolas Henry. Donc vous faites partie de l'association des chemins de fer de la Vallée-de-Canet. On aura compris à la base une association de modélisme qui s'est retrouvée, en retrouvant une locomotive, à refaire rouler ce beau chemin de fer touristique. Donc voilà, si vous avez une petite idée, voilà, pour cet été, voilà une petite idée de promenade, vous pouvez aller là-bas entre Vigy et Hambourg-Budange, donc sur la partie qui reste et puis donc la partie qui est exploitée cette année en vélorail. Merci à vous. Avec toi, Yoann, on va reparler de la passion du ferroviaire. Je te propose une sorte de quiz pour mieux cerner ta passion du ferroviaire, pour avoir également ton avis sur quelques projets et de réalisation ferroviaire. Il y a 2-3 projets qui ont un petit peu de mal à passer aussi dans la région. Hormis la région Île-de-France, pour toi, quelle serait la région du train ? Alors pour moi, celle avec le réseau le plus développé et le plus de fréquences, moi c'est quand même les Hauts-de-France. Ouais.
Bon après ça doit être la région la plus dense après l'Île-de-France, donc ça semble plutôt logique. Mais voilà, je pense que en termes de trafic actuel, c'est les Hauts-de-France, même si d'un point de vue politique, c'est pas forcément la plus, au niveau de la plus facile. D'accord. En Grand Est, par rapport à la région Hauts-de-France, au niveau de la mise en place politique, c'est pas beaucoup mieux, non. C'est pas beaucoup mieux, non. C'est pas mieux. On aura le temps de revenir sur 2-3 dossiers. Est-ce que pour toi, c'est normal de construire encore des autoroutes en France ? Alors, ça dépend. En fait, ça dépend beaucoup de la situation. Oui. Ça dépend beaucoup de où. Il y a des zones où, quand il manque des petits maillons, des choses, ou que ça améliore la vie de, je sais pas, l'intérieur d'une ville qui se fait contourner ou quelque chose. Voilà, ça peut être normal. Mais certaines autoroutes, sur des grands axes, desservis par le ferroviaire, pour toi, c'est encore un peu bof quand même. Ça commence à être moins justifiable. Ouais. Au niveau du ferroviaire, ton avis sur la mise à la concurrence du réseau français? Alors là, on touche un peu à des dossiers un peu compliqués. Et épineux, là. Et épineux, en effet. Qu'est-ce que tu en penses de cette mise à la concurrence? Il y a deux mises à la concurrence différentes en France qui se chevauchent. Il y a la mise à la concurrence des régions, donc où les régions passent un appel d'offres uniquement pour l'exploitation, mais c'est toujours elles qui chapeautent, qui disent le nombre de trains, etc. Donc cette mise à la concurrence, elle est pour la concurrence, les lois sur la concurrence de l'Union européenne. Ouais. Et elle n'est pas fondamentalement très dérangeante parce que le service est quand même chapeauté par la région. Régional, donc. C'est ça, donc la qualité de service est censée être assurée par la région, censée être assurée, voilà. Même si ça fait c'est quand même une entrée du privé sur un service très public, qui est censé être très public. C'est un peu comme les péages sur les autoroutes, quoi. C'est un peu le même débat. Et il y a du coup l'autre mise en concurrence qui est celle sur les trains à grande vitesse et sur les trains intercités plus longue distance, où là ça va vraiment être une bataille sur qui fera le plus de profit sur la ligne, quoi. Ouais, c'est ça. Pour toi, il va y avoir ça va être compliqué au niveau pour un voyageur de voyager ou pas? Dans l'état actuel des choses, si là on met à la concurrence une grande partie du réseau... Il y a pas mal de trucs qui restent très très flous en fait. Alors, on a vu le cas dans la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, où ils ont choisi un nouvel exploitant. Et du coup, toutes les cartes SNCF nationales ne fonctionnent plus. Enfin, il y a eu un moment où ils ont dit les cartes SNCF, ça va plus fonctionner. Donc oui, finalement, chacun essaye propose ses services de réduction, propose sa propre billettique, propose son propre site internet, Donc il va falloir peut-être un service de billettique unique. C'est ce que propose Clément Beaune, à voir ce qu'il en restera d'ici là. C'est ça. Bien sûr. Pour toi, quel est le principal défaut du réseau ferré français? Alors pour moi, c'est déjà son déséquilibre qui est dû à quel point notre pays est centralisé sur Paris. Il y a quand même un très grand manque de liaisons transversales. Oui, parce qu'on voit toutes les lignes à grande vitesse sont justement toutes dirigées vers Paris. Très clairement. Et pourtant, il y a des zones et des liens qui seraient tout à fait légitimes entre des villes moins importantes, mais quand même très grosses. Je pense à Bordeaux, Nice, en passant par Toulouse, Montpellier, Nîmes, Marseille. On peut pas vraiment dire que ce soit des villes peu importantes. Et pourtant, il y a un vrai manque là-dessus en grande vitesse, quoi. Oui, chez nous, entre Nancy et Lyon, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai. C'est un vrai problème. S'il y a une date, alors c'est pas forcément évident, moi honnêtement je ne savais pas trop quoi répondre, s'il y a une date à retenir dans l'histoire du chemin de fer. C'est compliqué ça. Ah ouais, moi j'ai mis beaucoup de temps. On pourrait dire peut-être 1936 avec la création de la SNCF, qui du coup a supprimé toutes les compagnies privées qui se tapaient dessus juste avant et qui du coup menait aux complications auxquelles on revient aujourd'hui. Oui, j'allais dire, c'est un peu un retour aux sources, ce qui est assez inquiétant. Et ça, et sinon, après, il y a les années 40 où c'est le début, du coup c'est une grande date négative, où c'est le début du déclin, où on a commencé à supprimer des lignes en masse après la guerre, et sans réouvrir après, quoi. Ouais. Donc, tu as dit, donc, tu es originaire de la région parisienne. Tu vas quitter à la fin de la semaine la région Lorraine après avoir fait tes études. C'est ça. Justement, qu'est-ce que tu penses du réseau TER de la région? Alors moi, je pense qu'il y a quand même de très grosses pistes d'amélioration possibles. Pas mal de liaisons qui manquent un peu de trains. Je pense Metz-Strasbourg, je l'ai déjà parlé. Nancy-Strasbourg également. Mais il y a quand même quelques projets prometteurs. Je pense
au projet d'amélioration des liaisons transfrontières avec l'Allemagne et le Luxembourg. C'est vrai, c'est des gros projets. C'est quand même une grosse partie de la région, du trafic de la région. C'est vrai. La priorité aujourd'hui, justement, sont les investissements. C'est plutôt construire des lignes à grande vitesse ou restaurer le réseau existant vieillissant? Alors pour moi, c'est plutôt restaurer le réseau existant, parce qu'on a pas mal d'endroits où il n'y a pas de nécessité de mettre une ligne à grande vitesse, parce qu'il n'y a pas assez de monde ou pas assez de trafic attendu. Oui, et puis pas forcément un gain de temps suffisant finalement. C'est ça, tout à fait. Et oui, il y a des lignes anciennes qui sont très importantes à rouvrir selon moi, et où il faudrait vraiment investir dedans pour ramener les gens vers le train et les faire quitter la voiture qui pollue. Voilà. Ta gare préférée? Comme ça. Ah ouais, non, vraiment. Je pense Limoges, et j'ai appris à aimer Metz maintenant que j'y habite. Metz qui gagne le classement des plus belles gares de France tous les ans. Tous les ans, j'ai appris à l'aimer maintenant. Une très belle gare. On avait fait un beau reportage là-bas aussi en début de saison. Quand je te dis transport en commun à Nancy, tu penses à quoi? Alors moi je pense au TVR, donc que j'ai eu la chance d'emprunter, donc l'ancien tramway, bus, trolley, on sait pas trop, alors, les trucs qui circulaient sur la ligne A. Justement, comment le décrire en un mot pour toi? Bizarrerie, voilà. Non mais c'est vrai, j'ai jamais mis en service ailleurs, hormis à Caen. Et même pas vraiment sous la même forme en plus. Même pas, oui, c'est vrai, parce qu'on en avait parlé, à Caen, ils ne sortent jamais du rail, comparé chez nous où ils sortent du rail, c'est vrai. C'est ça. Pour rencontre, la gare TGV de Vendières. Alors ça c'est pareil, c'est un sujet où j'avais déjà interrogé la région, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Pour toi, est-ce qu'elle a une utilité cette gare? Alors moi je suis extrêmement pour, plus que se poser la question de l'utilité de Vendières TGV, il faut se poser la question de l'inutilité de Louvigny, du coup, de Lorraine TGV actuelle. Tout a été fait en plus pour le déplacement de Lorraine TGV à Vendières. Il y a toutes les mesures anticipatoires, et Louvigny avait été construite, donc l'emplacement actuel avait été construit complètement à l'économie, de manière très provisoire. C'est la seule gare TGV qui n'a pas de projet de centre d'affaires autour. Oui, il y a vraiment juste la gare, le parking. À l'idée, à la base, il devait y avoir tout un développement qui ne s'est finalement jamais fait en fait. Officiellement, donc je rappelle, c'est une gare provisoire. Voilà, on verra. Et un jour, on verra la gare définitive. Ça fait 15 ans. Non, mais c'est vrai que ça commence à se faire long. Allez, voici maintenant un extrait de l'interview que j'avais réalisé en janvier dernier d'Éric Piezac, le conducteur du record du monde de TGV de 2007, justement au sujet des gares. La SNCF, je dirais dans une phrase, dit « Mettez-nous des clients sur les quais, on fera arrêter les trains ». Et les régions disent « Faites-nous arrêter les trains et on aura des gens sur les quais ». Pour toi, t'es partisan de d'abord faire arrêter les trains et on voit s'il y a une fréquentation suffisante, ou est-ce que t'es du parti de la SNCF à dire tant qu'on n'a pas les voyageurs, on fait pas d'arrêt, on fait pas de gare? Le fait est que la demande plutôt arrive avec l'offre. Souvent dans le ferroviaire, on le voit avec des lignes où on ajoute des trains et tout d'un coup, hop, la fréquentation explose parce que les gens trouvent une utilité. Mais c'est vrai, alors d'un point de vue grande vitesse, il faut éviter de s'arrêter pour rien parce que il faut tracer. Mais c'est vrai que pour le TER et tout ce qui est plus local, mettre les trains où les gens ne le prennent pas encore fera arriver les gens dans le train. Oui, parce que là justement c'était une question que j'avais posée avec Piezac au sujet de la gare de Meuse TGV qui au final a rencontré un triplé, je crois, la fréquentation prévue initialement par la SNCF. Ta ville idéale en matière de transport aujourd'hui, est-ce que déjà il y en a une que tu préfères en matière de mobilité? Alors j'aime bien Paris quand même. C'est ce que j'allais dire. Au final, la question était. On peut décrire, mais on a quand même un réseau extrêmement performant. Dans le monde. Franchement, il est très bien placé. Puis il se rénove énormément ces derniers temps. On a le Grand Paris Express. Il y a plein de projets aussi. Ah, tout à fait. Et une ville, justement, pour toi, dans le futur, elle doit, au niveau des transports en commun, être aménagée comment? Alors pour moi, les transports en commun devraient être, avec la marche et le vélo, les deux premiers modes en termes en part modale. Et pour moi, elle doit être quand même complémentaire avec la voiture dans les zones moins urbanisées. Avec par exemple plus de trains que ça dans les petites gares. On va parler des TER, justement, le fait d'arrêter les trains ou pas, ça permettrait que les gens prennent leur voiture, s'arrêtent dans ces petites gares. Ton plus long voyage en train?
C'était en février dernier, c'est tout frais. J'ai fait du coup avec le pass Interrail qui donc permet de se balader en Europe, un peu plus que l'Union européenne. Du coup, je dois être la communauté européenne, je sais plus exactement le nom. L'Union européenne plus Suisse plus Royaume-Uni quoi. Voilà, donc j'ai fait. Donc je suis parti de Metz le vendredi soir. Je me suis réveillé le lendemain matin à Vienne. Et voilà, j'ai fait un tour jusqu'à Bratislava et Budapest et je suis revenu à Metz pour les cours. Et ça fait une sacrée balade. Pour finir, quel a été ton voyage en train préféré ? Je pense que c'est ça du coup. Je pense que c'est ça, c'était vraiment très cool. Vraiment l'aventure un peu en solo, les petites mésaventures, les retards, les trains supprimés en Slovaquie. Voilà, c'était très, c'est vrai. très Il n'y a amusant. pas qu'en France les trains supprimés. La ligne que tu préfères en termes de, je sais pas, beauté ou de niveau ferroviaire. En France, je pense que, alors je l'ai jamais prise, mais le train jaune est quand même très très amusant. Ouais, c'est vrai, on en parle beaucoup. C'est donc dans les Pyrénées. C'est vrai. Et c'est une que j'ai prise, il y a le blanc argent dont je parle. Sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo, justement, mais c'est parfait, tout est prévu dans cette émission pour revenir là-dessus. Donc voilà, donc tu proposes donc tous ces contenus et notamment tu avais fait la gare la moins fréquentée du Loir-et-Cher. C'est vrai, c'est ça. Qui est sur cette toute petite ligne du Blanc-Argent, une gare où il y a un train toutes les 3 semaines, où il y a à peine un quai qui dessert une petite... Juste du sable et un trottoir, voilà. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Mais c'est vrai qu'il y a dans beaucoup de gares, c'est un peu comme ça. Allez, dans 3 petites minutes, on va conclure un petit peu cette émission. Et on arrive déjà au bout de cette dernière émission de la saison. Passez une très bonne matinée, très bonne fin de matinée sur RCN. Dans 13 minutes, il sera midi. 11h, midi, le club des Ferrovipates sur RCN. Presque 11h50 sur RCN et c'est déjà la fin de cette toute dernière émission du Club des Ferrovipates. Ton aventure partout en France et partout dans la région, on a à peu près fait tous les thèmes en fait que je trouvais intéressants dans cette émission. Déjà un immense merci à tous les invités qui ont répondu à mon invitation de tous les bords, qu'ils soient décideurs, par exemple la vice-présidente de la région Grand Est, Brigitte Torlotin, qui a inauguré cette saison en septembre dernier, qui soit historien avec Jean-Marie Vance et Jean-Étienne, qui soit aussi du métier du ferroviaire, on en a parlé, conducteur de TGV, et puis pas n'importe lequel, on a reçu le conducteur le plus rapide du monde, qui a battu le record en 2007, donc Éric Piezac. Des passionnés de ferroviaire aussi, comme Clément Abenzoar, que vous devriez peut-être, au sujet du tram, on l'avait reçu, qui devriez... Voilà, peut-être que vous l'entendrez de nouveau à la rentrée dans l'émission je vous en dis pas plus, mais l'émission de l'an prochain au niveau des transports est en train de se préparer. Merci aussi tout particulièrement à Jean-Claude Fiacre, qui était lui aussi venu dans l'émission pour tous ses conseils et ses éclairages sur les thèmes que nous avons abordés cette année. Merci à tous les techniciens qui se sont succédés pour enregistrer, monter et diffuser l'émission. Merci à Damien, Jean-Luc, Thomas et Pierre qui sont encore là à la technique. Merci à toi. Enfin, merci à Thomas qui m'a offert la possibilité de faire cette émission de mon jeune âge. Merci pour ta confiance. Un vrai plaisir de réaliser cette émission et merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité. On se retrouve en septembre avec une émission de transport qui aura changé de format, avec un co-animateur, Julien, qui me rejoint normalement à la rentrée. Et puis pour finir, un petit message. Bien dans un monde où l'enjeu climatique doit passer avant tout, il est primordial de changer notre façon de vivre, de se déplacer, de consommer. On n'en rappellera jamais assez, mais plus d'un quart des émissions de CO2 en France sont issues du secteur des transports, donc de la voiture et de l'avion. Et il n'y a pas que le CO2 comme conséquence de nos déplacements, bien évidemment. Alors dès que c'est possible, covoiturons, prenons les transports en commun. Il y en a plein, surtout dans le secteur ici à Nancy. Aucune raison de prendre sa voiture pour traverser la métropole, normalement. Enfin, ça dépend encore vous, mais normalement... Voilà, il y a plein de transports, il faut juste un petit peu chercher. Et puis, quand on prend la voiture, se poser la question s'il n'y a pas juste une alternative en transport en commun. Et en quelque sorte, pour apporter un message d'espoir, tu me dis, Yann, si tu n'as pas la même vision, mais que les jeunes ont beaucoup plus ce réflexe c'est vrai. de prendre un mode de déplacement autre que la voiture. Je sais pas si autour de toi aussi on prend moins la voiture aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a une prise de conscience aussi au niveau de la jeunesse là-dessus sur les transports ? Oui, clairement. La jeunesse au niveau du climat en général et donc des transports qui sont, comme tu l'as dit, une très grosse part de nos émissions. Oui, la jeunesse prend plus le vélo, etc. Là,
on voit de grosses évolutions en ce moment et c'est plutôt bon signe. Voilà, un message d'espoir. Donc s'il y a bien un message à retenir de cette émission, c'est celui-là. Hein. Des solutions existent et puis se développent encore. On l'a vu par exemple avec Urban Loop, on avait reçu dans l'émission une petite solution, mais qui peut se mettre en place par exemple à Nancy. C'est aussi notre rôle de nous médias de parler du dérèglement climatique et de toutes les solutions. On continuera d'en parler sur RCN dans nos différentes émissions, parce qu'il n'y a pas celle-là. Il n'y a pas que celle-là. Voilà, merci à toi, Johan, d'avoir passé cette heure avec moi. Merci à toi pour l'invitation. De rien. Et donc, passe une très bonne journée. On se retrouve à la rentrée sur RCN, bien évidemment. RCN, www.rcn-radio.org